Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre nouvelle émission Parlons Réflexion dans le cadre du club de Géopolitique à l'école de Géorava. Parlons Réflexion, c'est une émission où d'échanges, de savoir, de connaissances, où l'on accueillera chaque mois un enseignant ou une personne qui nous fera l'éloge sur l'un des auteurs qui l'a le plus marqué. Et aujourd'hui, nous avons parmi nous M. Jean Zaganaris, M. Jean Zaganaris, sociologue et écrivain français, enseignant-chercheur au CRESC de l'école de Géorava. Bonjour M. Zaganaris. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté avec une grande générosité notre invitation. Merci pour votre invitation, c'est un honneur d'être parmi vous. En fait, notre discussion d'aujourd'hui sera principalement sur les principales réflexions du philosophe Gilles Deleuze. Je tiens à le rappeler, Gilles Deleuze est l'un des philosophes majeurs du XXe siècle. D'ailleurs, selon Philippe Mann, qui est un philosophe français agrégé et philosophe d'État en philosophie, il considère en fait que Gilles Deleuze est l'un des philosophes les plus importants de la modernité, compte tenu de son caractère pluraliste. Gilles Deleuze se fait effectivement pluraliste. Il s'intéresse à la philosophie, à la psychanalyse, à l'économie, à la politique. Ses réflexions, dans sa démarche philosophique, il se base sur des figures éminentes de la philosophie. Je cite Kant, Nietzsche, Leibniz, David Hume, etc., mais aussi de la littérature. Proust, Kafka notamment. Il a surtout développé des concepts très très originaux à partir de la déconstruction d'idées dominantes. Justement, il part toujours de cette terra incognita qu'il faut toujours aller découvrir, de défaire et de se défaire des idées dominantes, justement au profit d'un devenir philosophique, devenir qui est une notion propre à Deleuze. J'espère qu'on en parlera par la suite. Alors, en fait, il est de source sûre et il est communément connu dans notre petit entourage que vous êtes vraiment un passionné de Pierre Bourdieu. Mais alors, quand je suis venue vers vous, j'étais vraiment surprise de votre réponse. Pourquoi Gilles Deleuze, finalement ? Écoutez, c'est vrai que j'utilise beaucoup Pierre Bourdieu dans mes cours parce que c'est un auteur qui s'enseigne bien. Après, je n'ai pas le même rapport intellectuel à Pierre Bourdieu qu'à Gilles Deleuze. Si je devais vous répondre par une pirouette, je pourrais me définir deleuzien. Je vous dirais dans quel sens je ne me définirais pas bourdivin. On lit Deleuze comme si on lisait de la poésie, comme si on lisait une ritournelle, comme si on s'insérait dans un univers beaucoup plus que dans un cadre académique en tant que tel. Les concepts qu'il fait sont polysémiques, il joue avec les mots. La chaîne Arte va diffuser tous les soirs, ça je me souviens, ça passait tous les soirs, la chaîne Arte va diffuser ce qu'on appelle l'abécédaire de Gilles Deleuze. Et donc tous les soirs, il y a une lettre sur Arte. A comme animal, B comme boisson, C comme, je me souviens plus, D comme désir. Voilà, D comme désir, ça c'est une lettre qui m'avait marqué. Et là, je commence à découvrir, c'est-à-dire la force de la pensée deleuzienne, mais simplement en l'écoutant de manière audio. Il s'est intéressé à tellement de concepts qu'il a collectionné tout un dictionnaire propre à lui. Ah oui. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure... C'est le concept qui fait la philosophie. Pour Deleuze, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue la philosophie des autres disciplines? C'est que la philosophie crée des concepts. Ça, il le rappelle dans le très beau livre avec le très beau livre de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Qu'est-ce que la philosophie 1991. La philosophie permet de créer des concepts, et notamment de créer des concepts pour lutter contre la bêtise. Et nous en avons besoin aujourd'hui de ces concepts pour lutter contre la bêtise, contre ces universaux produits par des pseudos intellectuels de bas étage. Je pense que Deleuze, justement, il le disait lui-même, il était philosophe. Il s'est intéressé à la psychanalyse, mais en tant que philosophe, et avec Félix Guattari, qui lui avait une formation de psychanalyste, mais
qui était, selon Deleuze, comme le montre le très beau livre de François Doss sur Deleuze et Guattari, Guattari était une machine à produire des concepts. Et il a beaucoup aidé Deleuze à sortir de l'histoire de la philosophie classique. C'est peut-être ça que vous sous-entendez. Il y a deux Deleuze, le Deleuze historien de la philosophie, qui fait les portraits, ce qu'il appelait ses portraits intellectuels de Spinoza, de Nietzsche. Et il y a vraiment de très belles paroles de Deleuze sur l'art du portrait. Qu'est-ce que c'est l'art de faire le portrait d'un philosophe en étant à la fois ressemblant et pas ressemblant? Vous avez des très belles pages où il explique ça dans Pourparler, dans son livre Pourparler. Donc il y a le Deleuze historien de la philosophie. Et puis après, il y a le Deleuze qui est le Deleuze, je dirais, de l'anti-Oedipe. Là, il y a comme un basculement en 1972, quand ils écrivent l'anti-Oedipe. Alors l'anti-Oedipe, ils le présentent comme un livre politique. Mais Deleuze, je pense, restait philosophe. Il a insisté. Le livre est devenu carrément un mode de vie pour les Français à un moment. Oui, ce qui leur a fait peur d'ailleurs. Si vous regardez les derniers moments de la lettre D comme désir dans l'abécédaire, à un moment ils avaient très peur quand on disait le désir, c'est justement le spontanéisme, la sexualité, les orgies. Eux, ils disaient c'est pas ça qu'on a voulu faire, c'est pas droguez-vous, faites ce que vous voulez. Ils voient le capitalisme comme quelque chose, effectivement, de problématique dans notre société. D'ailleurs, le sous-titre de l'anti-Oedipe, c'est « Capitalisme et schizophrénie ». Pour Deleuze, le capitalisme renvoie à des transcendances. Pour Deleuze, le capitalisme, à certains moments, s'est marié avec le fascisme. Quand à un moment il parle de déterritorialisation, on arrive à s'affranchir des transcendances, et après il parle des risques de reterritorialisation, rebasculer vers les transcendances, vers les normes, vers les assujettissements. L'une des transcendances vers lesquelles on bascule, c'est ce que Deleuze appelait le capitalisme, c'est-à-dire les politiques de marché, l'ignominie, voilà, de ces logiques néolibérales qui laissent des gens sur le carreau, qui brisent des existences, qui perpétuent les inégalités, etc. Donc, le rapport de Deleuze au marxiste est complexe. Si on veut comprendre ce qu'il pense du capitalisme, il faut interroger son rapport à Marx. Il a un regard très foucaldien, je dirais, sur le capitalisme. Le capitalisme, c'est peut-être l'aboutissement du biopouvoir, c'est-à-dire de ces logiques de disciplinarisation des corps et de régulation de la population. Enfin, pas tout à fait ça, on pourrait nuancer, mais il y a quelque chose au niveau des sociétés de contrôle dont parle Deleuze qui ressemble à ce que dit Foucault sur le biopouvoir et qui, effectivement, montre la dimension transcendante, aliénante et néfaste du capitalisme. Et après, il y a une lecture hérétique ou orthodoxe, mais quand même qui reste dans une vision du monde marxiste qui était celle de gens comme Daniel Ben Saïd, de gens comme Michael Loïd, et des gens qui, eux, n'étaient pas ni dans un rapport proche de Deleuze, et ni dans un rapport proche de Bourdieu. Quand vous dites, comme vous avez dit, en fait, Deleuze, il reste prisonnier de cette conception marxiste, mais en fait... Non, il a un rapport très complexe au marxisme, c'est-à-dire, il y a des choses qu'il prend et des choses qu'il laisse, par exemple. Oui. En fait, il ne vise pas à l'abolition du capitalisme, mais il cherche plutôt à l'exacerber. Il dit que pour éradiquer un petit peu ou atténuer l'effet capitaliste, il faut l'intensifier, justement. Non, pour revenir, en fait, le rapport de Deleuze à... Mais c'est vrai que je pense, en même temps, j'ai rien préparé. Vous m'aviez dit de rien préparer, donc je viens spontanément. Mais c'est pas plus mal, ça m'obligera à retourner. Et si je dis des bêtises, c'est bien parce que des gens me corrigeront. Non, mais pour donner cet effet oui, naturel, on va être spontané. Oui, il faut jouer le jeu et je vous remercie encore de votre... En plus, il y a des coupures, c'est bien, comme dans l'abécédaire, il y a des coupures, donc c'est marrant ça. Mais je suis pas sûre qu'on va pouvoir couper ça. C'est pas grave. Oh non, mais tant mieux. Non, ne coupez rien. D'ailleurs, la spontanéité n'est jamais néfaste. Mais pour parler du rapport complexe de Deleuze au marxisme, il y a Isabelle Garot qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Foucault, Deleuze, Althusser. Après, j'ai oublié le sous-titre, mais c'est le rapport de ces trois auteurs au marxisme. Et le livre d'Isabelle Garot est intéressant. Il est critique, il est sans complaisance. Sur certains points, il est même discutable. Je l'avais chroniqué, j'avais même discuté avec Isabelle Garot de certaines choses.
En sachant que moi, j'ai par exemple ni la position intégrée des chercheurs socialisés avec les Deleuziens, mais ni la position qu'elle a, elle, des chercheurs socialisés avec les gens de l'extrême gauche, de la revue Actuelle Marx, etc. Moi, j'ai une position autre, donc un regard autre aussi sur le rapport de Deleuze au marxisme. Vous ne vous étiquetez pas, en fait. Non, ça, là-dessus, je rejoins Hannah Arendt. Je n'ai pas d'identité, peu importe. Alors ça, je ne l'ai pas lu, il faudrait que je la lise. Mais moi, vous savez, je suis né aux États-Unis, je suis d'origine grecque, je suis naturalisé français, je suis marié à une Marocaine, je vis au Maroc. Pour moi, l'identité, alors là, je suis très deleuzien. Deleuze disait l'identité est une saloperie, c'est une transcendance. Moi, je me reconnais dans ça. Pour moi, l'identité, ma vie n'est pas une affaire d'identité, mais de personnes, d'agencement, d'expérimentation, d'immanence. Identité, culture, tout ça, j'essaie de m'en tenir loin des... Alors pour revenir au capitalisme, parce que là vous avez soulevé une question très... On va s'égarer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va être dans le rhizome. Deleuze parlait de rhizome, des choses qui étaient comme ça, très diffuses, qui fonctionnaient par flux et non pas par ligne, de manière structurée. Elle fonctionnait comme l'herbe. L'herbe, elle pousse par le milieu. Donc cette interview, on va la faire un peu de manière rhizomatique. On va faire pousser les choses par le milieu. Deleuze avait un rapport très complexe à Marx, et je me souviens d'une discussion avec Daniel Ben Saïd. Deleuze parlait beaucoup du devenir d'une révolution. Ça, il y a des très belles pages, par exemple, dans Qu'est-ce que la philosophie ? Deleuze dit c'est pas l'avenir d'une révolution. Le problème, c'est pas qu'à un moment le marxisme ou le communisme est basculé en léninisme avec la dimension autoritaire que critique Rosa Luxembourg, et que après on est basculé en stalinisme. Ça, c'est l'avenir. Ce qu'il faut voir, dit Deleuze, c'est le devenir, c'est-à-dire ce qui est imperceptible, ce qui va à un moment, toutes les solidarités qui vont se créer pendant le processus, pendant l'événement. Le mot événement est important chez Deleuze. Toutes les solidarités, les espoirs, pas les utopies. Deleuze rejetait le mot utopie, contrairement à René Scherrer, justement. Mais voir toutes les solidarités, les espoirs, les luttes, même embryonnaires, à un moment, cette intempestivité qui va à un moment se produire dans l'événement, et peu importe que ça soit éphémère, là il y a quelque chose, vous voyez, qui est dans le devenir, et peu importe après que ça bascule en dictature. Mais à un moment, il y a quelque chose qui se produit dans cet événement. Et là, je pense qu'il y a une vision... Justement, Oui. Dans ce processus de production, il dit qu'il estime que le devenir, il est assujetti ou il est subordonné au désir finalement. Pour devenir quelque chose, un animal, une femme, comme le dit Beauvoir, il faut être capable de désirer. Ben oui, alors là, le devenir, il faut le relier, comme vous dites très bien, à l'anti-Oedipe, où à un moment, il dit, voilà, le désir, il ne s'agit pas de symboliser le désir, c'est pas Oedipe, c'est pas des symboles. Oui, justement, parce que la psychologie, elle castre un petit peu cette conception. C'est ce qu'ils disent eux, c'est ce qu'ils disent eux. Roudinesco a eu un regard très critique sur Deleuze et Guattari, mais si on est juste là dans le commentaire de Deleuze, en fait, le désir est affaire d'expérimentation, d'agencement. Il y a quelque chose de très très beau dans l'abécédaire, quand Deleuze dit « Quand je désire une femme, je ne désire pas ma mère. Quand je désire une femme », et il cite Proust. Et c'est vrai, quand on lit Proust, par exemple, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a ce que Deleuze appelle l'agencement. Quand je désire, par exemple, cette jeune fille à la fin d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, je ne la désire pas parce que c'est mon inconscient oedipien qui me fait désirer ma mère. Je la désire parce qu'elle est dans un coucher de soleil, elle est avec cette robe rouge dans un coucher de soleil, et je la désire dans un agencement. Et donc le désir s'inscrit, vous voyez, dans un devenir. Ça veut dire qu'en même temps que je désire cette femme, j'entre dans cet événement qui est, alors si on rajoute une couche, qui est peut-être réel sans être actuel. Il a une réalité, mais il s'inscrit aussi dans... Il a une réalité, mais qui n'est pas forcément une effectivité. Je vais expliquer. Réel, actuel. La graine, elle est réelle. Dans la graine, il y a la plante à l'état virtuel. La graine est réelle. Donc la plante existe de manière réelle, mais non pas actuelle, dans la graine. Je plante la graine, et à un moment, hop, la plante va sortir de la graine. Donc la plante va devenir acte. La plante existe virtuellement dans la graine, mais elle n'existe pas en acte. Elle n'existe pas en tant que plante dans la graine. Elle existe virtuellement dans la graine. Une fois que j'ai planté la graine, la plante pousse. Donc chez Deleuze, le désir
pensé dans un sens conceptuel, s'inscrit aussi, vous voyez, dans quelque chose qui est réel sans être actuel. Donc à un moment... Revenons à la notion de devenir révolutionnaire. Qui s'oppose à l'avenir d'une révolution. Oui. Le devenir sont tous... N'oublions pas que Deleuze a été un gauchiste. Il était de gauche, il se proclamait de gauche, mais il disait que la gauche n'était pas... Il y a une belle lettre G comme gauche. De morale, c'était surtout une affaire de perception, d'un regard sur le monde. Et en fait, il perçoit la révolution comme un acte, plus ou moins violent d'une minorité, pas forcément une minorité d'une perception numérique, mais une minorité, ça peut être une majorité au sens vraiment quantitatif. Non, moi je ne crois pas une seule seconde. Voilà, un étudiant qui va lire un livre subversif, qui va lire Bakounine, l'État et la Révolution, une fois qu'il a lu ce livre-là, le lendemain il va aller faire la révolution contre l'État. Ça n'existe pas. S'il fait ça, c'est pour d'autres raisons que le livre. Au contraire, c'est-à-dire l'intérêt d'étudier Gilles Deleuze justement dans les universités, c'est utiliser, faire un usage deleuzien de Deleuze, utiliser ses idées pour penser la société marocaine. Finalement, il ne faut pas se proclamer gauchiste que pour faire l'opposition. En fait, il faut vraiment être capable de créer justement des textes, des idées, des ouvrages, pourquoi pas. En fait, c'est un pas pour l'émancipation. Et justement, au cœur de la philosophie deleuzienne, il s'intéresse beaucoup à l'émancipation de l'homme. Il en parle beaucoup. Tout à fait. C'est à vous donc le mot de la fin. C'est bien qu'on termine comme ça. Et non, enfin je vais rebondir à ce que vous dites, mais ça serait le mot de la fin. Oui, lire Deleuze pour s'inscrire dans des logiques d'émancipation, de libéralisation, mais surtout, moi j'aime beaucoup ce que vous dites. Il ne s'agit pas tant de se dire de gauche que peut-être faire des actes, apporter quelque chose, expérimenter, s'inscrire dans des agencements et expérimenter, c'est ce qu'il disait, c'est pas forcément le spontanéisme, etc. Non, arriver à créer, se réconcilier avec sa solitude et créer des plans d'immanence, c'est-à-dire des plans où vous arrivez de manière autonome, libre, en étant vous-même à faire ce que vous semblez être important pour vous, dans le cadre, alors bien sûr, de ce monde commun. Là, on peut lire aussi Deleuze avec les lunettes d'Hannah Arendt. L'immanence, c'est rompre avec les transcendances, les normes, les processus de subjectivation, essayer de se réconcilier avec soi-même, de devenir ce qu'on a à être finalement en suivant les voies qui sont les siennes. C'est peut-être ça l'immanence, et peut-être le lire, c'est aussi trouver ses propres routes pour avancer. En tout cas, lire un auteur est déjà grand en soi, lire, le comprendre, et à un moment l'utiliser pour des problématiques qui nous sont propres, me semble être peut-être le... Merci, monsieur Jean Zaganeri, je vous remercie encore. C'est moi qui vous remercie. Ça a été vraiment très sympa, ça a été très sympa. Et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Je crains que notre interview touche à sa fin. Je vous invite justement à passer aux originaux. Deleuze n'aimait pas trop les commentaires, etc. Passez aux originaux. Et je vous dis à très bientôt.